Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Scandale Sanofi Doliprane, Alexis Kohler, Oudéa, Emmanuel Macron sont-ils accusés de délit d'initié? Un nouveau scandale Alstom. Avant de répondre à ces questions et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Ninon Poisson, Bernard Carré, Philippe Bohen, Catherine Gilles. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation et pour cela il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Mais revenons sur un tweet qui a fait couler beaucoup d'encre. Macron le 13 juin 2023. Produire en France les médicaments essentiels à nos vies, voilà notre objectif. Ce genre de tweet, Emmanuel Macron en a écrit beaucoup. Il nous explique à chaque fois que la France va retrouver sa souveraineté en matière de médicaments. Et le 11 octobre, le Doliprane est en voie de passer sous drapeau américain. Mais pourquoi Emmanuel Macron a-t-il communiqué sur la souveraineté en matière sanitaire? Réponse. Antibiotiques, anti-inflammatoires, antidiabétiques. Dans les pharmacies, la pénurie de médicaments se poursuit. Pour bien saisir cette séquence, il faut savoir que la France ne produit plus beaucoup de médicaments. La conséquence, eh bien, nous les achetons sur le marché mondial. Mais comme la sécurité sociale rembourse surtout des génériques, peu rentables pour le Big Pharma, eh bien, notre pays n'est plus prioritaire aux yeux de ces industries pharmaceutiques. Nous sommes donc relégués pénurie. Merci l'Europe. Et Emmanuel Macron ne veut absolument pas changer le système. Je rappelle qu'autrefois, la France était souveraine en production de médicaments. Nous le savons, quand Emmanuel Macron brade nos grandes entreprises, il n'a qu'un mot à la bouche, le mot souveraineté. Mais comment peut-on être aussi menteur et pervers? Pour avoir la réponse, il suffit de demander à ses mentors. Selon Alain Minc, Macron a les qualités d'un banquier d'affaires parce qu'il faut faire la prostituée, manipuler l'opinion. La vidéo est dans ma description. Alain Minc a donc conseillé à Rothschild d'embaucher Emmanuel Macron parce que c'est un charmant garçon et qu'il sait manipuler et mentir. C'est le parfait profil du banquier d'affaires. Et c'est donc ce profil qui a été choisi en France par les réseaux pour accéder à la présidence de la République. Le profil manipuler et mentir, oui, nous en avons quelques illustrations depuis 7 ans. Et puis, pour quelle mission une fusion-acquisition France-Europe? L'agenda mondialiste? Entre la pandémie, les gilets jaunes, la casse sociale, le fédéralisme et l'Ukraine, cela y ressemble fort. Son premier mentor, celui qui l'a repéré, Jacques Attali, disait de lui « Macron n'incarne que le vide ». Le vide, c'est-à-dire pas de conscience, pas de valeur. Macron, c'est juste un petit opportuniste qui a fait son entrée dans le monde en faisant du charme à de vieux messieurs dégoûtants. Oui, il a grimpé dans l'échelle sociale sur de drôles de barreaux. Et puis Macron, vous le connaissez, c'est ahuri, tout le temps en représentation. Il adopte le costume en fonction de son auditoire et il récite les mots que les gens veulent entendre. Tenez, cela me rappelle une réplique de Maurice Biraud écrite par Michel Audiard dans un taxi pour Tobrouk. Actuellement, il est à Vichy, mon cher père. Ah, c'est un homme qui a la légalité dans le sang. Si les Chinois débarquaient, ils seraient mandarins. Si les Africains prenaient le pouvoir, ils se mettraient un os dans le nez. Si les Grecs... Oui, enfin, passons. Mais Macron fait bien mieux que le père de Maurice Biraud. Macron, lui, il est chinois, africain et grec en même temps. Oui, en même temps. Dire le tout et son contraire, c'est bien la spécialité du poudré de l'Élysée. Mais revenons au scandale Sanofi. Pierre Lelouch sur CNews, la vidéo est dans ma description, explique le projet donc de vente de la filiale de Sanofi à un fonds d'investissement. Ce fonds d'investissement va acheter donc la filiale de Sanofi avec un minimum d'apport et beaucoup de prêts. Comment vont-ils faire des bénéfices? Eh bien, ils vont ni plus ni moins désosser ce joyau, ce bijou français. Et oui, parce que cette filiale du nom d'Opella, ce n'est pas n'importe quoi. Opella, la filiale
de Sanofi, c'est non seulement le Doliprane, mais la lysopaïde ou encore le Maalox. C'est une centaine de médicaments sans ordonnance. Opella, le siège se situe en France, ce sont 11 000 salariés, 13 sites de production, un rayonnement dans près de 150 pays. Et qui est à la manœuvre pour cette casse sociale? Eh bien, vous voyez apparaître sur la gauche Oudéa et sur la droite Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée. Il faut également ajouter Emmanuel Macron. Toujours Pierre Lelouch. Qui est le patron donc de Sanofi? C'est Oudéa, haut fonctionnaire, inspection des finances, passé par la Société Générale. Qui donne l'ordre? C'est Alexis Collère, inspecteur des finances. Qui a fait Alstom? Macron, inspecteur des finances. Qui était président de Sanofi autrefois? Weinberg, ex-directeur de cabinet de Fabius. La France est donc malade de son corps d'inspecteurs des finances. C'est une véritable mafia. Et oui, ces inspecteurs passent leur temps à faire le va-et-vient entre privé et public. Mais pourquoi vont-ils dans le privé alors qu'ils sont formés pour devenir des hauts fonctionnaires? Pour faire fortune, pensez par exemple à Emmanuel Macron chez Rothschild. Et ainsi, ils se font un carnet d'adresses qui leur permettent de vendre la France à la découpe et de faire des affaires. Vous imaginez, si Sanofi réalise cette vente, ce que va toucher Oudéa, un véritable pactole. Et on aimerait connaître l'intérêt d'Alexis Collère et Emmanuel Macron dans cette vente. La justice devrait donc s'intéresser à cette vente de la filiale de Sanofi parce que cela ressemble fort à un délit d'initié, un pacte entre anciens inspecteurs des finances. Et puis, il y a l'affaire dans l'affaire. Et oui, Amélie Oudéa Castéra, c'est l'épouse du patron de Sanofi. Et on vient d'apprendre qu'Amélie Oudéa Castéra Djadja devrait être nommée présidente du comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver 2030. Je résume, le mari Oudéa est aidé par le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, pour qu'il puisse vendre un fleuron français et donc s'enrichir, tandis que son épouse est recasée par Emmanuel Macron aux Jeux Olympiques d'hiver. Ah, c'est un tout petit monde. Mais ce qu'il y a de pire dans cette histoire, c'est que Sanofi, ce sont nos impôts. Précisons. Le groupe Sanofi touche le crédit impôt recherche, 130 millions d'euros par an, c'est-à-dire quelques milliards depuis quelques années, pour soutenir et encourager ses efforts de recherche. Que fait Sanofi depuis des années? Il a divisé par plus de 2 ses effectifs de division de recherche et développement en France depuis 2007. Et pour quelle raison? Pour enrichir les actionnaires. Les dividendes que Sanofi verse à ses actionnaires ne cessent d'augmenter. Ils sont même souvent plus importants que la totalité des profits réalisés, le groupe piochant dans la trésorerie pour les verser. 114% en 2018, 140% en 2019, plus de 100% en 2020. Vous remarquez que ce système a été mis en place par l'Union européenne et le système ultralibéral anglo-saxon. Et c'est ce système qui est en train de détruire de nombreuses entreprises, et pas qu'en France, même aux États-Unis, prenez l'exemple de Boeing, qui à force de rogner sur tous les coûts, ils ont même rogné sur les coûts de recherche et de développement et de sécurité. Le résultat, le dernier avion a quelques problèmes pour voler. Et c'est idem pour le Big Pharma. Maintenant, regardons comment le système essaie de nous vendre, donc la vente de la filiale de Sanofi, oui, de nous faire avaler la pilule. Antoine Armand, mon engagement est que le Doliprane continue à être produit par des salariés en France. Vous avez donc une filiale de Sanofi, plus de 11 000 salariés, qui pèse 15 milliards et qui produit plus de 100 médicaments, et on réduit cette vente au Doliprane. Oui, c'est l'art de prendre les Français pour des imbéciles. Va-t-on enfin poursuivre tous ces malfaisants ? Dérapage budgétaire, je vous en ai parlé hier, la commission des finances bientôt transformée en commission d'enquête. La conférence des présidents de l'Assemblée s'est accordée ce mardi sur le principe de la transformation de la commission des finances en commission d'enquête sur le dérapage des finances publiques, ce qui devrait être acté la semaine prochaine sous réserve du gouvernement. Nono le dilaté est impatient d'y témoigner. Une commission d'enquête, nous dit Nono, parlementaire sur les finances publiques a été mise en place. Je me tiens naturellement à sa totale disposition. Je répondrai à toutes ces questions en toute transparence. Mentira ou mentira pas? Telle est la question. Si Nono le dilaté obtient un poste exceptionnel
Dans quelques semaines, je parierai pour le mensonge. Par contre, si j'en crois le cercle élargi de ses amis, eh bien, Nono Le Maire voudrait se venger d'Emmanuel Macron qui veut lui faire porter le chapeau de ce déficit budgétaire. Une affaire à suivre. Rétropédalage, budget, l'Élysée, l'Assemblée et le Sénat renoncent à la hausse de leur dotation pour 2025. Le chef de l'État souhaite que la présidence de la République donne l'exemple, fait valoir l'Élysée ce mardi, avant que le Parlement n'emboîte le pas à Emmanuel Macron. La grogne populaire a donc eu raison de leur cynisme. Mais attention, c'est un recul en trompe-l'œil lorsqu'il s'agit de l'Élysée. Le poudré a fait exploser les dépenses de l'Élysée de plus de 30% depuis 2017. Et le budget est toujours dans le rouge. Et il voulait encore s'ajouter 3 millions en 2025. Mais quel niveau d'indécence! Et puis, quel est le poste le plus déficitaire de l'Élysée? Je vous le donne en mille, ce sont les réceptions. Hier d'ailleurs, Macron offre un somptueux dîner à la famille royale de Belgique, source Le Figaro. Macron s'empiffre et les Français se serrent la ceinture. Cela va durer longtemps, cette indécence. Et quand je parle de taxes, Myriam Palomba. Si la population comprenait notre système budgétaire, je crois qu'il y aurait une révolution demain matin. Incroyable cette explication du député de la France Insoumise, Guiraud, en plein vote du budget de l'État à l'Assemblée. Où passe notre argent? En gros, il explique que les recettes fiscales sont passées de 285 milliards en 2017, avant Macron, à 323 milliards en 2024 et 357 milliards d'euros budgétés pour 2025, soit une petite augmentation de 72 milliards en 8 ans. Bref, les Français n'ont jamais été autant taxés que sous la Macronie. Mais ce n'est pas tout. La moitié de la TVA que nous payons et qui, normalement, doit servir au service public, finance en grande partie les baisses de cotisation des entreprises du CAC 40 à travers une TVA sociale déguisée pour la Sécu. Et comme cela ne suffit pas, pour combler la dette dilatée de Bruno Le Maire, le nouveau gouvernement va multiplier par 3/4 la TVA sur le prix du gaz et de l'électricité. Bref, chers Français, on se moque vraiment de vous. Ce sont donc les patrons du CAC 40 qui tirent profit de la politique d'Emmanuel Macron. Est-ce étonnant? Eh non, c'est le domaine réservé des inspecteurs des finances. On y revient toujours. Quant aux petits et moyens patrons, c'est une autre histoire. 29 958 entrepreneurs au chômage en 6 mois. 2024 s'annonce compliqué avec des pertes d'emplois qui explosent en France. Et cela ne va pas s'arranger avec l'augmentation des taxes. La taxe foncière a bondi de 20% en 5 ans, 33% en 10 ans en France. À tel point d'ailleurs qu'ils sont en train d'imaginer le retour de la taxe d'habitation. Et maintenant, l'idée de remettre la taxe d'habitation refait surface. Oui, ils sont d'une imagination sans borne pour nous taxer. Et en regardant la presse ce matin, il m'a semblé qu'ils essayaient de nous vendre une taxe. LCI, un impôt sur les chiens en France. Cette mesure rapporte des centaines de millions d'euros à l'Allemagne. BFM TV. En Allemagne, l'impôt sur les chiens génère des recettes records. France Info. En Allemagne, la taxe sur les chiens n'a jamais autant rapporté. Mais est-ce que l'on réalise ce qui est en train de se passer sous le mandat d'Emmanuel Macron? Après le soin, les vacances, l'accession à la propriété, la voiture, c'est maintenant le tour des chiens. Oui, tout devient un luxe inaccessible pour la plus grande majorité des Français. Il serait peut-être temps de se réveiller. Est-ce qu'Emmanuel Macron a encore des militants? Eh bien, plus du tout. Le nombre de militants Renaissance s'effondre et atteint son plus bas historique avant le Congrès. Il ne reste plus que 8500 militants. Une évidence, qui peut encore soutenir le dingue de l'Élysée? Pour rappel, le parti LaREM comptabilisait plus de 400 000 militants en 2017. 8500 aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il n'y a plus de militants dans ce parti. Oui, parce que les 8500 sont composés avant tout d'élus et de cadres. Le macronisme, c'est fini. Des nouvelles du témoin de mariage d'Emmanuel Macron. Marc Ferracci estime que l'émigration de travail est une nécessité. Oui, mais pour qui? Derrière les soi-disant besoins d'immigration de travail, un esclavagisme mal dissimulé, celui des classes aisées,
électrices de l'extrême centre qui veulent une main-d'œuvre bon marché. Désolé, on peut se passer d'Uber et des restaurants non rentables. La réalité, c'est que les Français sont accablés d'impôts pour payer cette immigration non maîtrisée. Le nombre de bénéficiaires de l'aide médicale d'État réservée aux étrangers en situation irrégulière a triplé en 20 ans, 2004-2023, pour atteindre 456 689 usagers l'an dernier. Je rappelle que de nombreux Français se privent de soins et de mutuelles, mais on soigne gratuitement des clandestins. Scandaleux. La colère paysanne est de retour. Novembre va être terrible pour les menteurs. Bruno Cardo, paysan. La crise n'est pas nouvelle, elle est toujours là. Elle n'a jamais quitté nos fermes depuis le mois de janvier. Tout le reste des charges a explosé. On a même dépassé la colère. Dans ces entretiens, on suivra avec beaucoup d'attention la colère paysanne. C'est l'heure d'ouvrir la rubrique Fantaisie avec Jean-Michel Aplati. Paroles de Joseph Kessel et de Maurice Druon, musique d'Anne Marly, le chant des partisans écrit en 1943 à Londres est un acte de résistance au nazisme. Le détournement de Christine Kelly est à mi-chemin entre l'outrage et le grotesque. Mais quand même, le grotesque l'emporte. Étonnant, non ? C'est un tweet très révélateur comme une mauvaise conscience de Jean-Michel Aplati. Car enfin, si Christine Kelly estime que son émission est un acte de résistance, elle se bat contre qui ? Elle se bat contre quoi ? Elle se bat contre le progressisme et le politiquement correct. Elle se bat contre les journalistes aux ordres. Bref, elle se bat contre Jean-Michel Aplati qui incarne tout cela. Et Jean-Michel l'a très bien compris. Furieux donc le ténia au grand nez de Quotidien. Royaume-Uni, le Parlement doit intervenir suite aux nombreuses attaques par des adolescents s'identifiés à des animaux. Ils mordent des passants. Oui, c'est une nouvelle sérieuse. On vit vraiment une époque formidable. Un petit garçon, à haut quotient intellectuel de 5 ans, a été exclu de sa classe de maternelle à Nice après avoir prononcé le mot nyctalope. Sa maîtresse, qui ne connaissait pas le mot, pensait que c'était une insulte. Coup de gueule d'Ude de la putassière. Non, là, ça va beaucoup trop loin. Les amis, je suis en consternation, j'ai la nausée. Ce dessin immonde qui circule sur X est insupportable et révoltant. Stop à la désinformation. Ça va trop loin. Non, les populistes. Emmanuel Macron ne fume pas. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.